de l'emprise mafieuse à l'emprise sectaire. Avec Léo Battesti. Bonsoir Léo, vous êtes ancien dirigeant du FLNC, vous avez appelé à l'arrêt de la lutte armée en 1992 en démissionnant de l'Assemblée de Corse. Vous êtes le cofondateur du collectif anti-mafia Mafiano a Vitale. Comment on dit correctement dans un micro? Presque, hein. Il est là le vote. Ouais. Mafiano a Vitale. Oh, vous le dites beaucoup mieux que moi. Donatien Levaillant, bonsoir. Vous êtes chef de la Mivilude, inspecteur général adjoint de l'administration, ancien magistrat de l'ordre judiciaire. Et enfin, le capitaine Claire Maïkès, bonsoir. Vous êtes chef de la KEMAD, c'est la cellule d'assistance et d'intervention en matière de dérive sectaire au sein de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, de la direction centrale de la police judiciaire, tout simplement, voilà, KEMAD, OCRVP, DCPJ. Absolument. On est bon au niveau des acronymes. On va commencer avec vous, Donatien, pour poser un petit peu le débat. Comment est-ce qu'on définit l'emprise sectaire et quels sont ses principaux indicateurs selon la Mivilude? Peut-être rappeler aussi ce qu'est la Mivilude et sa mission. Merci. Oui, la Mivilude, donc c'est la mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Pourquoi on parle de dérives sectaires? C'est un terme qui n'est pas forcément toujours bien compris, parce qu'on lutte contre des comportements et pas contre des groupes particuliers. Et on ne lutte pas non plus contre des croyances ou des doctrines particulières, mais contre ces comportements des dérives sectaires, qui sont des phénomènes d'emprise mentale, qui sont à l'origine d'infractions pénales, d'atteinte aux personnes, d'atteinte aux biens, et puis qui constituent aussi une atteinte à la cohésion sociale, une atteinte à la démocratie. Et vous, de votre côté, Claire, vous êtes le bras armé de... vous êtes lancé sur des enquêtes liées à des dérives sectaires. C'est quoi votre rôle précisément, le rôle de votre cellule? Eh bien, notre rôle est de procéder à des investigations en raison de l'existence d'infractions pénales. Voilà, on n'est pas du tout une police des croyances, c'est-à-dire que la KEMAD va intervenir souvent sur instruction d'un magistrat du parquet afin de diligenter des actes d'enquête pour déterminer s'il y a ou non infraction pénale. Sachant que si déjà on est saisi, c'est qu'il y a de forts soupçons pour qu'il y ait une infraction pénale. Après, ça peut venir de dénonciations de personnes qui sont extérieures, mais ça peut venir aussi des personnes qui sont sorties d'emprise et qui s'estiment aujourd'hui victimes. Léo, je ne l'ai pas dit, vous êtes un ancien journaliste, un homme politique. Vous avez consacré une partie de votre vie à la lutte contre l'emprise mafieuse en Corse. Alors justement, on va essayer de dresser des passerelles, des parallèles. En quoi votre expérience au sein du FLNC vous a-t-elle permis d'identifier ces mécanismes qui sont assez similaires à ceux de l'emprise sectaire? Et parce que précisément, à travers mon expérience longue et douloureuse des responsables du FLNC et d'une lutte très dure qu'on appelait les années le plomb, j'en ai souffert. On a fait souffrir des gens et je m'en suis jamais remis. Parce que le FLNC, c'est l'équivalent peut-être de 10 000 attentats, de quelques dizaines de morts dans tous les rangs, et d'une situation qui était une véritable guerre au niveau de la société corse. Il faut rappeler que nous sommes, à l'époque, on était 220, 230, 250 000 habitants. On n'est même pas le tiers de la région toulousaine. Et il s'y passe toujours, malheureusement, des choses incroyables. Mais disons qu'il y a eu une évolution positive en la matière. Moi, c'est vrai, je le reconnais avec fierté, j'étais le premier à appeler à la dissolution des organisations dans lesquelles j'étais, parce que je considérais que la voie démocratique était la seule à suivre. Parce que vous savez ce qu'il y a de terrible dans la violence politique, dans la haine, c'est qu'elle détruit tout le monde, y compris soi-même. Encore plus soi-même, je dirais. Et c'est ce que ça nous rongeait à l'intérieur. Et surtout, ça a renforcé un certain rituel mafieux dans l'île, parce que vous savez, quand vous êtes dans une organisation qui plastique, qui tue et qui raquette, dites-moi la différence qu'il y a avec des bandes mafieuses qui font la même chose, si ce n'est qu'on a un chapeau différent. Les uns, c'est pour des raisons individuelles, les autres, c'est pour des raisons dites politiques. Mais pour moi, c'est de la foutaise. Je l'ai dit, et je l'ai dit à l'époque, je ne le dis pas maintenant, parce que tout est une question de puissance et de domination. Et c'est ainsi qu'il faut concevoir les choses. La fin qui justifie les moyens, quelle que soit la manière dont on légitime une violence, elle a toujours une finalité, c'est la domination, et elle est destructrice.
Donatien Levaillant, alors justement, comment les organisations mafieuses et sectaires, elles exploitent les vulnérabilités sociales et psychologiques des individus pour établir leur emprise? Est-ce qu'on peut se dire c'est assez similaire ou est-ce que c'est d'autres méthodes pour attirer dans ces filets Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas un spécialiste de la mafia et des dérives mafieuses. J'ai exercé aussi un petit peu en Corse et puis des dérives mafieuses, il y en a ailleurs que dans d'autres points du territoire. Donc, si on réfléchit à ces notions-là, c'est déjà de se rendre compte que, effectivement, ce sont toujours des organisations qui ont pour but, effectivement, d'asseoir une domination pour le pouvoir, à des fins également financières, mais c'est bien évidemment un pouvoir d'influence et parfois par la contrainte qui s'exerce. Avec une nuance quand même, puisque dans le domaine des dérives sectaires, c'est une volonté de se couper de la société, quand dans les dérives mafieuses, il y a une prétention à vouloir essaimer sans tellement de limites en réalité. Mais les moyens sont un petit peu les mêmes. Les facteurs de vulnérabilité peuvent être un peu différents, même s'il n'y a pas de généralité à avoir. Mais si vous voulez, dans les dérives mafieuses, c'est souvent la pauvreté, l'exclusion sociale qui sont des facteurs favorisants, la pénétration aussi, l'infiltration des pouvoirs publics, ça arrive aussi, évidemment, c'est un facteur favorisant. Dans le domaine des dérives sectaires, c'est qu'il y a une adhésion, c'est-à-dire que la mafia, elle veut avoir des sujets, des personnes qui lui obéissent. Dans les dérives sectaires, il y a en plus une notion d'adepte, donc d'adhésion à une croyance qui suppose une adhésion et donc une séduction préalable pour donner envie à la personne d'appartenir à une communauté qui va partager un certain nombre de croyances diverses et variées. Mais donc voilà. Mais ensuite, si vous voulez, dans la forme des dérives elles-mêmes, dans les deux cas, il y a une omniprésence de la violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle se fasse par l'intimidation, par des rétorsions, par des représailles. On pourrait multiplier les exemples, et Mme Maïkès en connaît les exemples en termes de procédures dans les deux cas de figure, mais y compris en termes de mémoire qui dépasse un peu tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que même des années et des années après, il peut y avoir des formes de rétorsion qui sont quelque chose, effectivement, qui peut faire peur et qui fait peur. Et c'est normal que ça fasse peur. D'où la nécessité d'avoir à la fois des enquêtes, évidemment, approfondies, mais d'avoir aussi une prise de conscience par la société, parce que ce sont des organisations qui vivent de l'intimidation et finalement du fait aussi qu'un certain nombre de personnes n'auront pas les réflexes et l'esprit critique pour ne pas rentrer dans un engrenage dont il est extrêmement difficile de se défaire. Claire Maïkès, quels sont les défis spécifiques que rencontre la police judiciaire dans ces enquêtes liées aux dérives sectaires? Peut-être effectivement nous donner des exemples ou des enquêtes liées à la criminalité organisée. Alors déjà, pour lister les difficultés que nous rencontrons, la première, c'est la connaissance de l'infraction. Voilà, nous, on va parler, ça peut être à la fois la honte d'avoir cru à certaines choses, ça peut être la notion de secret. Pour la mafia ou l'emprise mafieuse, ça sera l'omerta. Donc déjà, si le service de police ou de justice n'a pas connaissance de l'infraction, tout peut rester sous les radars pendant des années et des années. Une autre difficulté que nous rencontrons dans nos dossiers qui sont très particuliers, et je pense qu'on peut aussi voir ça dans les dérives mafieuses, c'est ce qu'on appelle, nous, les victimes auteurs. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont sous emprise, d'accord, donc qui n'ont pas leur libre arbitre, et qui vont être amenés, conduits par nous, le mis en cause principal, à commettre des infractions pénales. Et je pense que ça, c'est un parallèle qu'on peut faire dans les deux cas de figure. C'est-à-dire que les personnes donc, commettent des infractions, soit comme co-auteurs, auteurs, et ça peut être jusqu'à des crimes. D'accord ? Au niveau d'autres difficultés, c'est que nous ne sommes pas la police des croyances. L'emprise, ce n'est pas une infraction. Donc, on a quand même un certain nombre de difficultés, nous, mais malgré tout, au niveau arsenal juridique,
En ce qui me concerne, puisque en tant que chef de la cellule d'assistance et d'intervention en matière de dérives sectaires, on travaille principalement sur l'abus de faiblesse sur personnes en état de sujétion psychologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a eu une réforme législative, donc ce n'est pas exactement les bons termes aujourd'hui, mais c'est sur cet abus de faiblesse sur personne en état de sujétion psychologique autour duquel, ce délit, on peut en rajouter tout plein d'autres infractions. Ça peut aller jusqu'au criminel. Ce que vous dites en creux, c'est que pour l'instant, l'appareil législatif est suffisant dans la conduite de votre mission. Vous arrivez à... Oui, le législateur a légiféré et la jurisprudence nous aide également pour pouvoir aujourd'hui mener des enquêtes qui vont jusqu'au procès. Et pour vous dire un exemple, l'année dernière encore, en mois de septembre, nous avons un de nos dossiers qui est parti à la base sur un abus de faiblesse sur personne en état de sujétion psychologique, mais il y avait également des viols. Le mis en cause principal a été condamné à 15 ans d'emprisonnement. Pour un primo-délinquant, c'est pas si mal. Léo, comment les organisations mafieuses et sectaires instrumentalisent-elles les valeurs de loyauté et de silence pour maintenir cette emprise? Je crois que ce qui est très intéressant dans cet échange, c'est qu'on retrouve énormément de similitudes, bien sûr. On ne peut pas pousser à fond, parce qu'il y a quand même une certaine distanciation. Mais la similitude, c'est... Vous savez, moi, je suis joueur d'échecs. D'ailleurs, je fais une simultanée, d'ailleurs, tout à l'heure. J'ai développé les échecs en Corse, précisément pour armer les enfants à la conscience citoyenne. Et il y a une maxime aux échecs qui dit que la menace est plus forte que l'exécution. C'est-à-dire que vous menacez de prendre une pièce, si vous la prenez précipitamment, vous allez peut-être avoir un petit gain, mais ce n'est pas suffisant. Stratégiquement, si vous ne la prenez pas, vous allez enfoncer encore plus l'adversaire et l'acculer et gagner la partie. C'est exactement ce qu'ont fait le mafieux. Parce que la mafia, aujourd'hui, ce n'est plus la mafia de Totorine, ce n'est plus la mafia sanguinaire que nous avions aussi en Corse. En Corse, nous détenons toujours malheureusement le nombre d'assassinats par tête d'habitants en Europe. Mais à un moment donné, on était encore plus haut. Et il y a eu une évolution, c'est que les mafias, en particulier en Italie, ont été contrées par le système judiciaire. Et il faut voir ce qu'ont fait les Italiens en la matière. Ils ont créé un droit pénal spécifique par rapport à la mafia, ce qui est indispensable, ce qui est en train peut-être de se passer aujourd'hui. Oui, on parle de transposer réellement la notion de repenti. Voilà, il y a, non seulement parce que le repenti, c'est un des aspects, mais le plus important, c'est le délit mafieux. J'espère qu'on arrivera à un délit mafieux au niveau français, parce que vous savez, là, il n'y a pas qu'en Corse que la mafia pose problème. Hein. Ça se généralise de plus en plus dans l'Europe, de partout, également au niveau français. Le délit mafieux, il permet de contrer l'intimidation. L'intimidation, c'est une notion subjective. Vous avez des gens qui intimident toute leur vie, qui menacent toute leur vie, qui se remplissent toute leur vie. Vous avez des gens qui n'ont pas bougé de leur endroit, etc., qui ont envoyé des sbires de temps en temps pour tuer, pour secouer, mais qui n'ont jamais été inquiétés parce que le délit n'existait pas. Et ça, c'est une monstruosité. Vous savez, je crois que tout le monde a entendu parler de la Brise de Mer, qui est la bande qui a sévi en Corse pendant une vingtaine d'années et qui a commencé dans cette mafia moderne, en prenant le contrôle de sociétés, de dizaines de sociétés en Corse. Ils ont fait ça en toute impunité. Parce que le pouvoir galien était défaillant. Hein. Le pouvoir galien n'avait qu'une chose à faire, c'est de combattre l'avancée nationaliste, je dirais. À juste titre, il fallait sans doute contrer certaines choses, mais ils ont laissé faire les voyous. Et ils ont pris la mainmise sur l'économie en Corse. Et aujourd'hui, c'est difficile, parce qu'ils sont dans le domaine légal. Et c'est le problème de la mafia. Pas seulement en Corse, mais partout. C'est le domaine, l'économie légale qui est contrôlée par des mafieux. On situe à 2% au niveau européen le PIB, le produit de la mafia au niveau du budget général au niveau européen. Et ça, c'est uniquement ce qui peut être cerné. On voit que c'est quelque chose de très grave. Donc, il faut modifier les lois. Et si on va vers un délit mafieux, on pourra, les Italiens, avec la jurisprudence, il y a aussi des garanties de défense, des garanties légales. On protège aussi les gens. Par exemple, on inverse les données. Par exemple, la confiscation. On fait comme en matière fiscale, c'est-à-dire que la confiscation, vous avez des voyous en Corse qui ont eu des millions à 2, 3, 4 millions d'euros pendant toute l'année, ils sont morts avec leur villa. Ils n'avaient même pas un SMIC à présenter si on les contrôlait, ils n'étaient pas contrôlés.
ils avaient des choses de valeur considérable. Il n'y a pas eu ce travail qui a été fait. Mais là, il y a des moyens d'action législatifs, non? Donc, il y avait. Mais justement, si on fait dans les confiscations, on saisit tout de suite. On inverse et on dit prouvez que vous avez la possibilité, vous avez eu la possibilité légale de posséder un bien de tant de millions. On gagne la partie. C'est quand Al Capone est tombé comme ça. Hein. Il faut faire tomber comme ça les voyous. Parce que si on ne fait pas comme ça, on va se faire plaisir en disant oui, on a arrêté tant de dealers, etc. Mais les têtes pensantes, elles sont inatteignables. Parce qu'aujourd'hui, elles sont ou à Dubaï, ou dans des salons de la défense, ou à l'autre. Elles ont blanchi l'argent. Aujourd'hui, vous avez des connexions énormes entre les bandes. Énormes. L'autre jour, il y a eu un assassinat en Corse, dans la région de Vensolasque. C'est un voyou marseillais qui a été tué, qui venait dans la grande, qui était un proche de la grande bande des Federici, qui ont dominé également dans le sud, d'ailleurs, la région de Marseille. Et il y a eu, quelques jours avant, il y avait eu un autre voyou, également qui n'était pas corse, qui a été tué en Corse. C'est toujours ça. On voit qu'il y a des règlements de compte internationaux aujourd'hui en Corse. Alors, sur l'aspect confiscatoire, Claire. Si je peux me permettre, oui, en effet, quand même, le législateur a mis en place certaines choses, notamment le blanchiment présumé, ou qui inverse la charge de la preuve. Donc, les services de police ou de gendarmerie peuvent saisir des biens au titre de l'instrument de l'infraction ou du produit de l'infraction. Mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même beaucoup de mécanismes et de systèmes qui sont mis en place avec dedans des tiers de bonne foi. Et il faut faire attention entre aussi... oui, il peut y avoir des prête-noms de bonne foi? Oui, certains. J'aime à penser que oui, certains non. Mais il faut faire... c'est un dispositif qui existe. Il y a même des services de police qui ont été créés, qui sont spécifiques à la délinquance corse, qui sont auprès de la Direction nationale de la police judiciaire. Et c'est pris en compte. Et c'est vrai que... J'ai eu un débat avec les principaux responsables de la GIRS, la direction dans la GIRS, la juridiction spéciale à Marseille. On a eu un débat. Eux-mêmes ont reconnu que les moyens étaient pathétiques. Parce que si vous considérez que ces gens-là ne se protègent pas en faisant influencer des tiers qui apparaissent comme honnêtes, mais qui sont complices, c'est qu'on ne comprend pas la réalité de ce qu'est la mafia. La mafia, ce n'est pas seulement les grands voyous, c'est toute cette logistique de citoyens ordinaires qui baissent la tête, qui savent très bien où ils sont, qui sont complices, qui ne veulent pas trop en faire, mais qui sont les éléments fondamentaux de la pénétration dans la société des mafieux. C'est ça qui est grave, c'est ça qu'il faut combattre, y compris pour protéger ces gens-là. Pas pour les accabler, pour les protéger, parce que les gens sont soumis. Mais on parle, nous sommes un truc de l'esprit critique, mais la soumission à la mafia, elle est considérable. Vous savez, en Corse, quand je me déplace, parce que je suis connu en Corse, je le vois dans les yeux des gens. On est comme des détecteurs de métaux. On voit les gens qui sont gênés parce qu'ils sont dans le système, ils ne veulent pas y être. Ils sont là, ils éludent les questions. On voit les élus politiques qui utilisent tous les euphémismes pour parler de mafia. Alors on dit dérive, on dit pénétration, etc. On ne veut pas dire mafia parce qu'on ne veut pas avouer que c'est un système de porosité politique économique. Mais c'est là où est le problème. C'est que les élus, et pas seulement en Corse, hein, on peut en parler, y compris dans la région, dans le sud de la France, de nombreux élus qui sont contrôlés par les mafieux. Ils sont contrôlés et des tas de projets. Plus vous êtes proche des côtes et plus vous avez des intérêts économiques et plus vous avez des gens qui sont contrôlés. Et vous avez de plus en plus... Nous sommes victimes d'une situation dramatique. L'autre jour, il y a un syndicaliste agricole qui a été tué. Oui. Un syndicaliste agricole, sans que ça n'émeuve énormément les syndicats agricoles, hein, à part quelques syndicats corse, tués parce qu'il a osé dire qu'en Corse, voilà, il y avait de l'oppression mafieuse en Corse. On est dans une situation, je m'excuse de le dire, qui est très grave. J'espère qu'elle permettra non pas de culpabiliser les gens, mais qu'ils comprennent que ce n'est pas uniquement chez nous que ça se passe partout. Alors justement, Donatien, j'incite sur cette question, ces notions de loyauté et de silence, c'est aussi un parallèle qu'on peut faire avec les sectes pour maintenir l'emprise. Donc là, c'est contraint, la menace des citoyens. Les sectes, c'est plus une adhésion, mais il y a quand même des doutes qui doivent se faire jour. Et comment ça se passe, ces mécanismes? Bien sûr, enfin, c'est un silence, mais c'est beaucoup de contraintes et beaucoup de
de crainte, tout simplement. Les éléments évoqués à l'instant, évidemment, marquent l'esprit, mais vous avez des phénomènes aussi parfois de vengeance, de vendetta qui s'y ajoutent. Là, je parle des comportements dont on vient d'évoquer. Dans les groupes à caractère sectaire, c'est que vous pouvez avoir des rétorsions qui sont parfois plus raffinées, si on peut dire, enfin, en tous les cas, plus cruelles d'une certaine manière, parce qu'elles peuvent toucher des personnes interposées ou des années après, par notamment des voies légales qui sont possibles. Il y a les procédures Bayon, par exemple, qui sont une vraie... Il y a l'instrumentalisation de l'arsenal législatif. Absolument. Par les sectes. Typique des groupes à caractère sectaire. Et il y a d'ailleurs une directive européenne qui vient d'être prise sur les procédures Bayon pour une transposition en France dans les 2 ans à venir, pour déjà permettre aux personnes d'être davantage défendues et avoir des possibilités de rétorsion. Il y a déjà des amendes pour procédures abusives ou ce genre de choses, mais elles sont peu prononcées en France, il faut le reconnaître. Mais donc, on doit progresser sur ces questions-là. Sur la question de la mafia, enfin, ou en tout cas de ce qui peut s'y apparenter, il y a eu des annonces également par le ministre de la Justice récemment. Je pense qu'on peut le dire, même si dans le détail, il y a eu des dizaines de postes qui ont été annoncés pour renforcer le tribunal de Bastia sur place, des postes de magistrats, de greffiers, d'assistants. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très nouveau. Mais donc, pour répondre à votre question, sur le silence, c'est effectivement beaucoup, l'impossibilité, ou en tous les cas, une très grande difficulté pour se désengager de ces processus. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Claire Maïkès, c'est que ce phénomène d'auteur-victime, c'est que, notamment dans un groupe à caractère sectaire, tout le monde est plus ou moins à la fois victime et auteur. On subit l'emprise sectaire, mais on la reproduit, on la fait vivre sur les autres. Et il y a finalement que le leader qui lui-même ne subit rien du tout, il fait subir. Mais tous sont plus ou moins impliqués. Et dans un système mafieux, c'est la même chose. Chacun a des choses à se reprocher en termes d'accointance. Il a dû se taire, il a dû accepter un certain nombre de choses et il ne pouvait pas le faire. Simplement, je voudrais dire tout à l'heure, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je pense que il y a des questions qui sont fondamentales de répression, d'organisation, de l'arsenal juridique, d'une volonté politique qui doit et qui existe pour renforcer cette répression aujourd'hui. Mais il y a aussi une dimension culturelle à développer, notamment les enfants qui subissent ce type d'emprise. Ils doivent pouvoir être réparés d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas avoir une forme d'écoute, et pour ne pas faire reproduire de manière désespérante les mêmes réflexes de génération en génération, d'où la nécessité de repérer les difficultés qui peuvent se poser. C'est-à-dire que les programmes sociaux d'aide aux enfants notamment, la protection de l'enfance a une dimension essentielle pour lutter contre ce type de dérive, parce que les mineurs qui connaissent ces phénomènes-là, ils ont été éduqués à ignorer leurs propres sentiments et émotions, et donc ça fera des adultes qui ne vivent pas pleinement et qui ne sont pas capables de se défendre et précisément à faire preuve d'esprit critique. Donc il y a une politique éducative aussi à mettre en place, et une politique de protection de la jeunesse sur ce plan-là. Claire, dans vos enquêtes, on l'a dit, l'aspect législatif, l'arsenal est suffisamment fourni, mais quelles sont les stratégies justement mises en place à la fois par les sectes, et peut-être vous avez enquêté sur la mafia aussi, ou vous êtes sur les sectes principalement? Non, on n'est pas sur les sectes. Pardon, à chaque fois, c'est pas le bon terme. Non, voilà. C'est quoi le bon terme? On va enquêter dans le cas des infractions. Il n'y a pas un terme, parce qu'il faut être très nuancé. Et pourquoi il faut être nuancé? Pourquoi vous dites à chaque fois, vous avez été très prudents tous les deux en disant on n'est pas la police des croyances? C'est-à-dire qu'on vous l'a reproché, c'est-à-dire c'est des critiques qu'on fait sur le... Oui, absolument. Historiquement, oui, c'est ce qui est ça vient de l'historique de toute cette construction depuis l'ordre du Temple solaire, des différentes commissions parlementaires qui ont été
Donc oui, on n'est plus à l'époque où on liste de façon comme une liste d'ingrédients le nombre de sectes. Mais la Miviludes ou ton ancêtre le faisait avant ça. Pourquoi Alors ça non, en fait jamais. C'est-à-dire qu'on a l'impression que... Mais c'est même assez étonnant, mais lorsqu'on voit des ambassadeurs, ils nous disent que même à l'étranger, on pense que la France dresse des listes de sectes, de mouvements sectaires. Ça n'a jamais été le cas de la part du gouvernement. Il y a eu un rapport parlementaire qui avait listé 179 mouvements qu'il considérait comme sectaires. Mais encore une fois, il n'y a jamais eu de liste de ce type. Simplement, encore une fois, ce contre quoi on lutte, ce sont les dérives sectaires. Il n'y a pas d'autre mot. Mais on vous sent très prudent. Ça veut dire que vous êtes... Pas prudent, j'essaie d'être précis. Oui. On est précis parce que vous êtes souvent attaqué, j'imagine aussi. Enfin, peut-être. Mais c'est parce qu'on ne doit pas attendre la liberté de conscience des gens. D'accord. Ouais. C'est que si vous avez envie de croire en une bouteille d'eau qui parle, mais s'il n'y a pas de graves préjudices, qu'il n'y a pas eu des manipulations... Oui, c'est un problème de conviction personnelle. C'est à partir du moment où on essaye d'étendre l'emprise et de convaincre les autres que la bouteille parle et qu'il faut la vénérer et que... C'est pour que ça sorte du domaine purement privé et interne. Et que ce soit une manipulation, une instrumentalisation des croyances. Oui. La question, ce n'est pas les croyances, c'est la manipulation qui en est faite, l'instrumentalisation qui en est faite pour causer des préjudices à autrui. C'est ça le débat. Et on essaie d'être précis, c'est pas qu'on est spécialement... Dont acte, c'est très bien de le préciser. Et donc sur vos enquêtes récentes, est-ce qu'il y a des aspects emblématiques que vous pouvez mettre en avant sans déflorer le... Des aspects... C'est-à-dire que la dissimulation particulière, où vous voyez des entrelacs de montage spécifiques pour cacher la responsabilité des uns et des autres, parce que justement ces organisations ont des systèmes assez performants pour... Alors bon, il faut pas voir ça à chaque fois sur des grosses sociétés, comme une société hyper organisée, parce que ça peut aller d'un groupe très structuré et assez important à une cellule de quelques personnes, une dizaine de personnes. Mais ce que je dirais qu'ils ont tous en commun, en tout cas, c'est qu'ils préparent les membres du groupe à garder le silence, parce que l'extérieur est souvent considéré comme néfaste, mauvais. Par essence, il est hostile, donc quand il vous voit débarquer, donc, ils se disent c'est l'extérieur, donc de toute façon, on va pas leur dire quoi que ce soit. Il y a même certaines fois des chartes que chaque adepte signe avec le modus operandi en cas d'intervention de la police. Ça existe. Et donc, il dit, tiens, j'exprime mon droit à garder le silence. Par exemple, ou alors des phrases toutes faites, je suis consentante, je n'ai jamais subi de préjudice, ou alors je n'ai jamais été violée dans certains cas. Donc là, vous savez précisément que il y a eu un brief avant. Oui, parce que dans les perquisitions, on peut retrouver ce genre de documents signés. Et après avoir ces personnes même qui ont signé en audition et qui vont nous ressortir exactement la même chose que ce qui est marqué sur le document. Et là, ça démontre parfaitement l'emprise. Est-ce qu'avec l'avènement du numérique, des réseaux sociaux, je suis beaucoup dans les clichés, vous m'arrêtez tout de suite, mais il y a une recrudescence de ces mouvements sectaires, ou alors ils ont pris d'autres formes, ils se sont adaptés Donatien? Oui, non, vous n'êtes pas du tout dans les clichés, vous êtes tout à fait dans la réalité. Nous, côté Miviludes, donc on reçoit des signalements et demandes d'informations. Donc des signalements lorsqu'il y a des suspicions d'infraction pénale, on les dénonce au parquet, on les transmet au parquet. Il y a également des demandes d'informations. On a plus que doublé le nombre de signalements et de demandes d'informations depuis 2015, donc en moins de 10 ans. L'année dernière, ça représentait quoi, par exemple? C'était en 2024, c'était plus de 4500. En 2015, c'était 2100 et quelques. Donc on a plus que doublé. Nos signalements au parquet ont également beaucoup augmenté. Les effectifs de la Miviludes ont doublé aussi. Alors, je vous taquine. On est 15 aujourd'hui. Vous pouvez me taquiner, mais de toute façon, moi non, parce qu'on a l'impression que souvent la Miviludes, moi, de l'extérieur, c'est un marqueur
de l'engagement du gouvernement du moment à vouloir ou pas s'attaquer au phénomène d'emprise sectaire. Certains sont, on va dire, avaient des perméabilités avec certaines institutions identifiées comme des sectes. D'autres décident d'en faire un fer de lance de leur lutte. Mais... Je n'irai pas jusque-là parce que ça n'a jamais été notre manière de voir les choses. C'est vrai qu'il y avait des débats sur le fait est-ce qu'on est assez nombreux, etc. C'est pas nous qui l'entretenons. Il y a d'autres en parlent. C'est pas notre affaire. Nous, on n'a pas à faire de commentaires là-dessus. Non, mais si on dit que en 10 ans, ça a doublé. Alors, bien sûr, mais vous savez, le nombre de délits, le nombre de jugements rendus en France, si vous les comparez entre ceux qui existaient en 1970 et aujourd'hui, si vous comparez le nombre de personnes qui sont accueillies aux urgences, alors je ne connais pas le domaine de la santé, mais voilà, on pourrait multiplier les exemples. Ce que je veux dire, c'est que pour répondre à votre question première sur la question du numérique, évidemment qu'il y a eu une influence de ce nombre de signalements et de demandes d'informations, parce que l'emprise peut être réalisée également sur les réseaux sociaux. Et ça, on le voit aujourd'hui. Il y a des applications d'ailleurs qui sont plus ou moins dangereuses, nocives. Il y a une enquête parlementaire en cours concernant TikTok. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. En fin de journée, on aura même un débat sur le business des influenceurs, la désinformation. Et on a la question des enfants qui sont sur ces applications-là de 10 à 12 ans. Et si vous mélangez des comportements toxiques avec une application qui elle-même pose question, vous avez aussi des préjudices. Le problème qui se pose, c'est que nous n'avons pas toujours les infractions qui correspondent à cet âge du numérique. Il a fallu, pour essayer de se dire les choses clairement, il a fallu combien d'années pour arriver à une politique de sécurité sur les routes qui soit acceptée, mise en œuvre, efficace? Combien d'années, combien de décennies il a fallu? Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, on a ces applications qui peuvent être dangereuses et donc on fait des signalements là-dessus. On propose toute une série d'éléments là-dessus, mais la société civile est importante, ces débats-là sont essentiels, il faut qu'on progresse sur ces questions, mais ça ne va pas se faire en 2 jours. Pour répondre simplement sur ce point-là, il existe malgré tout des choses qui ne sont pas assez connues. C'est le règlement sur les services numériques qui a pour objet donc de pouvoir sanctionner les grands réseaux sociaux qui sont, donc je crois que c'est plus de 3 millions, je ne veux pas dire de bêtises, plus de 3 ou 5 millions d'usagers en Europe, qui peuvent subir des peines extrêmement importantes, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, dès lors qu'il y a des risques systémiques qui sont avérés. Nous, on est prêts à travailler sur ces sujets-là. On a ouvert une adresse numérique pour qu'on nous signale les risques numériques. Je ne parle pas d'infraction pénale, les risques systémiques sur le plan du numérique, pour les analyser. C'est à l'ARCOM ensuite de recevoir ces éléments-là et de les faire remonter à Bruxelles. C'est ce qui a été voté au niveau européen, c'est notre réglementation, donc il faut la mettre en œuvre. Donc la loi, c'est bien, mais la mise en œuvre de la loi, c'est encore mieux. Et donc nous essayons d'y travailler avec les effectifs qui sont... On a compris en cru qu'il fallait être patient. Léo, on revient à l'aspect, à la mafia. Qu'est-ce qui, à titre personnel, a rendu possible votre prise de distance critique vis-à-vis du FLNC à l'époque, et quels enseignements vous en tirez peut-être pour aider d'autres personnes sous emprise? Non, mais l'enseignement, c'est que rien ne remplace l'investissement citoyen, quelle que soit la question, on vient d'en effleurer là quelques-unes. Si les citoyens ne sont pas dans le coup, il n'y a pas de solution. Il ne faut pas s'en remettre aux institutions. Il faut bien sûr les solliciter, il faut essayer de les faire avancer. Mais vous savez, la plupart du temps, forcément, les évolutions, elles se font face à un certain conformisme. Pendant longtemps en Corse, par exemple, les magistrats niaient jusqu'à l'existence d'un système mafieux. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle « Les juges en Corse ». Certains d'entre eux disent ils nient quelque chose parce qu'ils sont assis dessus, ils n'osent pas le voir. Et c'était vraiment ça, c'était la négation. Les hommes politiques ont nié la mafia. La Corse est un théâtre d'ombre, mais ce n'est pas que la Corse. On pense qu'on est dans le 2e, 3e degré de la réponse, on le off. Vous interrogez un élu, il va vous dire non, il y a des problèmes, mais vous parlez avec lui en aparté, il va dire oh, c'est terrible les pressions que j'ai, là, il n'y a plus moyen, les permis de construire, les trucs comme ça, chaque fois. Non, parce qu'ils ont le pouvoir aujourd'hui d'avoir des permis de construire. Vous imaginez en Corse, vous avez des terrains qui sont
dans des zones où, s'ils sont agricoles, s'ils passent constructibles, leur valeur passe de 1 à 2000. Vous voyez ce que c'est? Ça, c'est du sacré cash pour certains mafieux. Et c'est ce qu'ils font. Ce qui explique aujourd'hui ces problèmes dans le domaine agricole, où vous avez énormément de terrains qui sont aujourd'hui la proie. Donc on en sort par une prise de conscience personnelle. Conscience, parce que s'il n'y a pas la conscience citoyenne, que ce soit, je pense, dans ce domaine également, même s'il est plus... Mais on l'a vu, c'est quand même pas évident. C'est pas évident, mais vous savez, les mécanismes, je vais donner un exemple. Pour pas en sortir. On a gagné la première partie au niveau des collectifs. On a vu une victoire sémantique. Aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose qui se passe en Corse, tous les médias, je vois, hein, l'autre jour j'étais appelé par France Info, j'arrivais ici à un truc, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on pensait des préfets de Corse qui demandaient aux gens de rendre leurs armes. Hein, parce que ça, c'est vrai, ça s'est passé l'autre jour, ça fait un peu folklorique, mais bon, je leur ai dit que c'est bien, mais que c'est dérisoire. Hein, c'est dérisoire parce que c'est pas comme ça qu'on va régler le problème de la mafia. Parce que personne ne va rendre les armes, tout simplement. Il y a déjà eu plein d'échecs, on le sait, mais c'est bien qu'ils le fassent. Mais dans tous les domaines, aujourd'hui, nous avons réussi à faire bouger. L'autre jour, la manifestation que nous avons faite contre la mafia à Bastia, à Ajaccio, vous savez, Ajaccio, c'est un territoire particulièrement sous emprise mafieuse. Vous avez une bande qui s'appelle la bande de Petit Bar, qui est en procès actuellement à Aix d'ailleurs, où il y a 30 personnes qui sont en train de passer, qui brassaient 40 millions d'euros d'argent de la mafia et qui répondent de leurs actes aujourd'hui devant un tribunal. Vous n'avez pas eu un seul mot de toutes les autorités politiques et municipales pour dire qu'ils existent pendant 20 ans. Jamais on en a parlé. Ils s'étaient même reçus dans les cabinets du maire pour parler comme des acteurs. Il y a une démission collective. Bien sûr qu'il y a une démission collective. On a réussi à faire une session de l'Assemblée de Corse, ce qui est remarquable. C'est la première fois qu'une assemblée dans le système juridique français, une assemblée fait une session sur la mafia. Il a fallu qu'on use de patience pour que le mot mafia intervienne à travers des adjectifs. Lorsque des anthropologues vont analyser ce qu'était la Corse à notre époque, ils vont dire « mais qu'est-ce qui se passait ?» C'est les seuls, les politiques, c'est les seuls qui n'osent pas prononcer le mot mafia, alors que c'est ça la mafia. Et la mafia, c'est pas la mafia hollywoodienne, ça n'existe nulle part. Les mafias, elles s'adaptent à la culture. Elles s'imprègnent de cette culture. Oui, c'est encore une des forces qu'on peut mettre en parallèle des phénomènes sectaires. C'est sûr qu'en Corse, capacité d'adaptation. C'est sûr qu'en Corse, il n'y a pas de mafia pyramidale. On a une balkanisation de la Corse. La Corse est une région qui, historiquement, s'est développée dans de très nombreuses régions qui, d'ailleurs, sont aussi différentes au niveau du relief, au niveau de la géographie et des sites, et même du parler aussi, avec des différenciations au niveau de la langue. Mais donc vous avez en Corse le rapport du Cirasco, qui est le service de police qui enquête. Il y a 20 bandes qui dominent dans toutes les régions. C'est ça la mafia corse. C'est une mafia balkanisée, mais vous savez, ils sont malins. Ils s'entraident. Vous avez dans ce rapport, vous voyez les tels sont amis avec les tels sont ennemis. Alors ce rapport qui date de 3 ans, quand ils disent qu'ils sont ennemis avec les tels, les gens de ces bandes, généralement, n'existent plus aujourd'hui, se sont fait tuer, hein, pour montrer à quel point ce rapport était efficace. Il y a aussi des solidarités. Par exemple, des bandes agissent pour d'autres bandes dans leur région, dans les régions de ces personnes, pour qu'elles se prémunissent de toute enquête policière. C'est peut-être le cas d'ailleurs récemment. C'est de la sous-traitance croisée. Voilà, il y a tout à fait, de la sous-traitance. L'intelligence, ce sont des gens très intelligents, très sophistiqués. On n'a pas affaire à des brutes épaisses. On a affaire à des gens si on essaie d'être positif, est-ce qu'on peut faire aussi un parallèle sur les mécanismes de sortie, les mécanismes de réinsertion? Est-ce qu'on peut comparer ces mécanismes à ceux d'anciens membres d'organisations mafieuses et d'anciens membres d'organisations dites sectaires? Sur un point, en tout cas, sur la jeunesse, je voulais dire un point, parce que moi, je suis optimiste, hein, contrairement à ce que mes propos peuvent laisser penser. La situation est grave en Corse, mais nous partons de tellement loin que c'est déjà révolutionnaire que l'on traite le problème de la mafia. Et aujourd'hui, il y a déjà des résultats du régalien. Il y a des démantèlements de bandes. Il y a, je sais pas, si vous regardez le journal Corse Matin, vous regardez une seule journée, prenez ce journal, regardez, vous avez l'actualité que vous allez avoir dans certaines régions en 1 an, vous l'avez en 1 jour, d'arrestation, de meurtre, etc. On est dans une situation particulière, mais on est en train d'arriver à avoir une cohérence entre le pouvoir régalien, le pouvoir politique et la société civile pour agir tous ensemble
contre la mafia. Je vous donne une image forte. Lorsque nous avons fait la manifestation, qui est monté sur un camion, enfin sur un 4x4, devant la préfecture, avec un mégaphone, pour appeler à lutter contre la mafia, hein, le préfet de région. Et je vous sais dire que c'est un acte très fort. Il a dit « je soutiens le mouvement anti-mafia ». Et ça, c'est une révolution pour la Corse. Et qu'est-ce que nous avons fait la veille même? Nous avons eu, avec le rectorat, nous avons décidé de mener une action de sensibilisation dans tout le secondaire, qui va commencer par les 4e, qui va passer 3e, 2e, 1er et terminale dans les années à venir, de 16 heures d'enseignement autour de ça, de ce problème. Non pas pour prêcher la bonne nouvelle, mais pour amener... Donc ça fait partie justement de ces mécanismes. Voilà, juste mécanisme. Pour reprendre sur Donatien, sur cette question des mécanismes de sortie, de réinsertion, est-ce qu'on peut les comparer? Qu'est-ce qui permet cette bascule? Alors oui, il y a... Ce retour à presque la normale. Il y a évidemment des points de convergence pour les dérives sectaires. Vous avez comment dire, un autre exercice, disons, de l'esprit critique. Là, il y a une dimension collective, enfin, dans le domaine de la mafia, une prise de conscience. Elle peut exister aussi pour les dérives sectaires, renforcer comme on dit, les compétences psychosociales, l'esprit critique de manière générale à l'école, etc. Mais il y a, sur un plan individuel, sur le plan des dérives sectaires, finalement, ce qui fonctionne bien, semble-t-il, et on l'a éprouvé à la Miviludes. Il y a notamment sur le site YouTube, sur la chaîne YouTube du ministère de l'Intérieur, il y a Parole de victimes. Ce sont pour les victimes de dérives sectaires qui prennent la parole. Il y en a une quinzaine qui s'expriment à ce sujet. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est pas tellement de dire d'être croyance contre croyance, puisque ça c'est forcément stérile, mais de savoir qu'est-ce qui était attendu de cet engagement, de tel ou tel mouvement, de telle pratique, et qu'est-ce qu'elles en ont reçu, ces victimes. Et c'est finalement en réfléchissant sur ces questions-là qu'elles font preuve précisément de cet esprit critique et qu'elles agissent par elles-mêmes en disant finalement je n'ai pas reçu ce que j'en attendais. Donc c'est assez douloureux puisqu'il faut accepter qu'on s'est fait un petit peu berner, que les attentes ont été trahies, qu'on n'a pas été assez lucide, mais qui l'est tout le temps lucide. Et surtout, ce sont des personnes qui sont mises en état de fragilité, ça peut arriver à tout à chacun, un deuil, un divorce, un malheur de la vie, un isolement. Oui, il y a des facteurs qui favorisent l'émergence et le développement de ces formes. Et ce ne sont pas des troubles psychologiques comme on le croit parfois, c'est plutôt des accidents de la vie, ou alors une forme de volonté de transformer le monde ou de se transformer, qui n'est pas forcément évidemment une mauvaise chose, mais c'est de faire de mauvaises rencontres, et ça peut arriver à peu près partout. Et donc cet esprit critique, il faut accepter que ce soit sur le temps long, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas non plus de manière autoritaire, ça se fait par un examen intérieur d'abord. Merci à tous les trois, on peut vous applaudir. Une réaction de Claire? Oui. Je peux rajouter quelque chose, c'est que on va passer aux questions. Sur la sortie d'un groupe à caractère sectaire, c'est que certains avouent, même s'ils ont pris conscience qu'ils sont fait berner, comme ils sont isolés socialement, c'est que l'extérieur, ils n'ont plus personne à l'extérieur et que s'ils sortent, ils savent qu'ils sont ostracisés, eh bien, ils vont rester. Malgré tout, ils vont rester. Tout en se sachant victimes, là, et en subissant, c'est encore plus difficile pour eux. Ça aussi, c'est à prendre en compte pour ces personnes. Une difficulté supplémentaire pour s'en sortir. Rapidement, on va passer aux questions du public. Non, simplement, moi, je voulais remercier à la fois Uli, tous les organisateurs. Moi, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau dans ce monde-là. Et les contacts que j'ai eus depuis l'autre jour, ça réconforte dans des approches philosophiques que j'ai de la vie et la nécessité de d'être un peu révolutionnaire par rapport à tout ça et ne pas rester dans le conformisme, de se remettre en cause sans arrêt. Vraiment. J'invite d'ailleurs, puisque je suis la dédicace dans le livre Mafiano tout à l'heure, ceux qui veulent prolonger la discussion avec moi, je serai disponible en bas. Hein. Avec plaisir, Léo. Là, on vous applaudit pleinement tous les trois. Et on va prendre vos questions. Qui veut... Oui. Alors, par facilité, je vais aller vers madame et ensuite je vous prends. Oui, je vous ai... Bonjour, Mélanie de l'association Au cœur de l'invisible. On travaille contre la lutte, on lutte contre la dérive sectaire aussi. Peut-être que c'est moi qui me trompe, mais je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas dire le mot de secte. J'ai très bien compris ce que vous expliquez
Cependant, les victimes, les témoins, etc., les personnes qui ont vécu ces préjudices-là ont besoin d'identifier. Et la dérive sectaire, c'est un mouvement qui amène vers, mais qui n'est pas complet. Pour moi, la secte, c'est la complétude en fait de la dérive sectaire. C'est l'aboutissement de la dérive sectaire. Et l'influence des réseaux sociaux est bien plus importante, parce que nous, on travaille essentiellement sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Et on est plus sur de la dérive sectaire que vraiment sur le groupe constitué en communauté sectaire, extériorisée par rapport au virtuel, en fait. Et aujourd'hui, en travaillant là-dedans, on s'aperçoit que la prise en compte et la prise de conscience, en fait, n'est pas globale, n'est pas tout à fait entière, parce qu'on a beau faire des signalements, ces signalements sont lettres mortes. Nous, en tant qu'association, on a fait de nombreux signalements parce que c'est pas assez, assez abouti, où il y a caractérisé, pas eu assez étayé, ouais, voilà. d'un point de vue. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous avez cette conscience-là et qu'est-ce que vous décidez de mettre en place justement pour pouvoir pallier à ces carences-là? Alors d'abord peut-être sur le terme de secte. Voilà. Oui, merci pour votre question. Alors c'est une analyse française, mais pour avoir juste un petit élément de comparaison européenne, en Espagne, la police nationale vient de mettre en œuvre un programme de lutte contre les sectes destructrices. C'est le terme employé. Et en Belgique, vous avez un centre équivalent à la Miviludes et qui lutte contre les sectes nuisibles. Donc vous voyez, on ajoute un mot parce que finalement, le fait d'être dans un groupe et de vouloir se retrancher du monde, c'est pas contraire en soi à aucune loi, c'est une liberté qui doit pouvoir exister. Et donc ce mot de dire on lutte contre des sectes, déjà c'est sans doute assez incomplet. Et j'ajoute qu'il y aurait une contradiction à avoir une liste de mouvements sectaires qui seraient désignés publiquement sans les dissoudre. Soit ce sont des mouvements dangereux, il faut les dissoudre. Pourquoi les laisser exister? Je finis juste, si je vous laisse, si vous souhaitez rebondir sur ce que je dis. Soit il faut, en tout cas, ne pas être incohérent. Donc, s'il y a des infractions pénales qui sont commises, et c'est ça le sens des dérives sectaires, c'est d'établir les comportements dangereux qui méritent d'être réprimés. C'est tout, c'est rien d'autre que cela. Et c'est également une politique de prévention de ce que vous avez déjà un peu évoqué sur ce plan-là. Les signalements que vous évoquez, moi je ne suis pas en capacité évidemment de répondre précisément sur ce que vous dites. Le taux de poursuite, le taux de condamnation, vous savez, c'est comme en matière d'agression sexuelle, hein, il est malheureusement pas forcément toujours suffisamment élevé. Il y a également une exigence probatoire, il y a des droits de la défense, il y a des avocats en face, enfin, il y a toute une série de facteurs, mais d'où la nécessité d'une politique de prévention, parce qu'il est on va pas se mentir, il est très difficile de faire sortir une personne, de la faire se désengager d'un mouvement sectaire, d'où la nécessité d'une politique de prévention, d'où ma présence ici parmi vous, parce que l'esprit critique, la prévention, l'information, la diffusion, il y a une campagne du gouvernement sur ces sujets, c'est beaucoup de temps gagné, beaucoup de souffrance évitée. Donc il faut le faire, et malheureusement, il y a également des victimes dont il faut s'occuper. Mais quand on s'en occupe, si on doit faire sanctionner des infractions pénales, il faut respecter scrupuleusement le code pénal, le code de procédure pénale, et il y a des droits de la défense, quoi. Alors attendez, comme c'est filmé, je vais descendre pour qu'on vous entende. Si vous n'êtes pas amplifié, on ne pourra pas entendre. Et ça... Je suis complètement d'accord sur le fait de la prévention, etc., parce que la prévention évite des victimes. On est complètement d'accord. Nous, on a accentué notre action là-dessus. Cependant, la victime, qui a été déterminée victime, elle n'est pas victime de dérive sectaire. Elle est victime d'avoir été escroquée, victime d'agression sexuelle, victime de tout ça. Sauf que, en fait, ce sont... elle, ça va au-delà du préjudice moral, ou du préjudice financier. Vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer? À peu près, mais c'est-à-dire, vous voulez dire que ça va au-delà parce qu'il y a des séquelles psychologiques, oui, c'est ça? Oui, des séquelles psychologiques. Absolument. Mais alors, moi, je peux vous en parler un petit peu de ça, mais peut-être je vous laisse finir parce que pour vous ayez l'impression de...
pouvoir vous exprimer complètement. Non, ce que je veux dire, c'est que la personne elle a besoin d'être reconnue comme victime de secte. Bien sûr. Ou de dérive secte. C'est juste ça, en fait. D'accord. Mais sur cette dimension-là des séquelles psychologiques, c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel on doit progresser. On est en train de financer un post-doctorat pour établir toutes les séquelles en santé mentale dans le domaine des dérives sectaires. Et la loi a évolué notamment pour prévoir donc une infraction de placement en état de suggestion psychologique ou physique en cas d'altération grave de la santé mentale, notamment, ou physique. Et donc, ça impliquera un progrès dans l'indemnisation du préjudice. Mais tout ça nécessite des progrès également pour analyser ces choses et que les professionnels, les psychologues connaissent mieux ce phénomène, que les experts puissent mieux établir les préjudices, etc. Donc, c'est un mouvement sur la durée. Alors, on va passer à une autre question, si ça ne vous dérange pas, parce qu'il y a pas mal de questions. Et après, vous savez, vous aurez le loisir de vous entretenir directement avec nos invités. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, 2 petites questions, mais très rapides. La première, j'ai mes parents qui habitent à Épinay-sur-Seine dans le 93, banlieue nord de Paris. Moi, j'habite dans le 19e et il y a cette portion de l'autoroute A1 où, quand on la prend, il y a cet immense bâtiment de la Scientologie. Et alors voilà, je voulais savoir quelle était la situation, l'état aujourd'hui de la question de la Scientologie. Pourquoi est-ce qu'ils avaient un bâtiment aussi énorme et pourquoi on n'en parlait plus alors qu'à un moment, on en a beaucoup parlé. Et la deuxième question que j'avais, c'est comment est-ce que vous tirez une ligne entre la secte et des pratiques très poussées de la religion? Et à quel moment vous dites, là, on passe dans une vision sectaire de la religion et là, il faut que ça s'arrête? Alors, très brièvement, parce que pour que mes collègues aussi puissent s'exprimer. Alors, déjà, quand vous évoquez donc les dérives sectaires et la religion, toutes les religions peuvent connaître des dérives sectaires parce que personne n'est à l'abri de ces phénomènes-là. Et dans notre dernier rapport d'activité de la Miviludes, qui a été publié cette semaine et qui a donné lieu à une conférence de presse du ministre François-Noël Buffet, qui est notre autorité de tutelle, on a bien rappelé tous les cas de dérives sectaires au sein des principaux cultes en France et même des religions. Toutes les grandes religions que l'on connaît. Ça, c'est le premier point. Donc, aucune religion n'est épargnée par ce phénomène-là. Le deuxième point que vous évoquez, donc, qui a fait effectivement l'objet d'un certain nombre de polémiques ou d'interrogations. Donc, la Scientologie a acheté son siège à Saint-Denis. La commune de Saint-Denis et l'État s'y étaient opposés et il y a eu un arrêt de la Cour d'appel administrative qui a jugé que la transaction était licite. Parce que de 2 choses l'une, soit vous avez un motif pour empêcher cette vente, soit vous n'en avez pas. Et si 2 personnes privées se vendent un bien immobilier, le seul moyen légal pour s'y opposer, pour l'autorité publique, c'est de la préemption, c'est-à-dire acheter le bien immobilier à la place. Mais encore faut-il qu'il y ait un projet public utile pour justifier de cet achat à cet endroit-là et à ce prix-là. Voilà. Pour le Mais avant la préemption, il n'y aurait pas pu y avoir un risque potentiel de trouble à l'ordre public? Alors, il faut pouvoir l'étayer. Ça, c'est les préfets qui pourront vous répondre. Et donc, de motiver dans un arrêté préfectoral les raisons qui pousseront l'interdiction d'acheter un bien. Voilà. Ça relève effectivement du trouble à l'ordre public. Encore faut-il pouvoir le motiver, ce trouble à l'ordre public. J'entends. Monsieur? Oui, très rapidement. Vous aviez mentionné l'importance de l'engagement des citoyens dans la lutte contre la mafia. En tant que citoyen, très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, moi j'habite à Marseille, dans une ville qui est rongée par le narcotrafic et la corruption. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle citoyenne pour lutter contre ça? Moi, ce que je conseille, c'est de créer des collectifs anti-mafia à Marseille. Je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas plus. Le problème de la lutte contre la mafia, c'est qu'il faut se garder d'une réaction affective. On a souvent des marches blanches, il y a souvent des réactions. Je sais, à Marseille,
il y a quelqu'un qui est un des cofondateurs avec moi du collectif qui s'appelle Jean-François Bernardini, c'est l'animateur du groupe Imouvrini qui travaille beaucoup à travers également la région marseillaise sur de la non-violence, etc. Il a en relation avec beaucoup de parents qui sont victimes, comme en Corse d'ailleurs, de faits mafieux, avec des enfants qui ont été tués, etc. Mais c'est quelque chose qui, évidemment, est problématique et qui affecte la société. Vous savez, la Corse, le plus grand trauma de la Corse, il est là. Sur une île qui a 320 000 habitants, vous avez eu, depuis l'abolition de la peine de mort, plus de 500 exécutions capitales. Quand vous avez 500 exécutions capitales, vous avez des milliers de veuves, des milliers d'orphelins dans la société. Il n'y a pas un seul Corse ou quelqu'un qui, quand je dis Corse, c'est une notion large, des gens qui vivent en Corse, qui ne connaissent pas quelqu'un qui n'est pas affecté par un assassinat. Ça n'existe pas. Tout le monde a été affecté par un assassinat. Soit le voisin, soit l'ami, soit le copain, etc. Donc on est dans une situation, et c'est le problème qui se pose de plus en plus dans des régions comme Marseille, où l'an dernier, il y a eu quand même plusieurs dizaines d'assassinats. Donc moi, ce que je conseille, c'est peut-être de bénéficier de notre espérance. Nous sommes partis avec un appel au départ. Il y avait des gens comme le prix Goncourt, Jérôme Ferrard, et comme Jean-François Bernardini. On était une trentaine de personnalités. On a lancé un appel, le premier appel qui ait jamais eu en Corse, de lutter contre la mafia, de dénoncer les voyous en Corse. C'est pas rien. Ça veut dire qu'on en est très fiers, hein, parce que ça fait un certain contraste sur ce on croyait être une certaine complicité de la population corse. La population corse, à 99%, elle est avec nous. Elle est d'accord avec notre combat. Il est sûr qu'elle ne l'exprime pas de manière comme on le souhaiterait, parce que beaucoup sont dans des situations inéluctables. Elles savent très bien que ça concerne aussi certains d'entre eux. Parce qu'il y a des complicités dont je parlais tout à l'heure qui sont très larges dans le domaine économique. Au niveau économique, aujourd'hui, il y a une telle puissance de ces réseaux mafieux que lorsque l'on parle de traitement de déchets, lorsque l'on parle d'immobilier, lorsque l'on parle de tous ces domaines et de travaux publics, ils ont le contrôle. La légalité, elle est respectée. Hein. Les appels d'offres, ils sont très, très, très clean. Mais il n'y a plus personne qui s'y présente, sauf ceux qui ont le poids de se présenter. Et c'est ça la réalité. Et ça, c'est les témoignages, ils sont foisants. Tous les magistrats que vous pouvez interviewer, toutes les personnes qui connaissent la Corse vont dire qu'en Corse, il est impossible dans certains marchés publics aujourd'hui d'avoir une concurrence. C'est impossible. Et ce qui est, vous comprenez, les résultats pour une société de la mafia, c'est quoi? C'est le gaspillage au niveau de l'argent public. Au lieu d'aller pour essayer d'atténuer certaines fractures sociales, d'aider les jeunes ou les sportifs ou les culturels. Il y a des travaux publics qui sont 30-40% plus chers que ceux qui ne devaient être parce qu'il n'y a pas de concurrence. L'autre handicap que l'on a dans le système mafieux, ça tue la créativité. Comment vous voulez que des jeunes qui ont de capacité d'être des entrepreneurs, de construire, d'entreprendre dans tous les domaines, se disent « je peux grossir ». Mon affaire peut se développer en Corse. Ils ont peur. Vous savez, j'ai développé les échecs en Corse, on a formé 50 000 jeunes Corses encore. Je connais les meilleurs joueurs qui étaient à l'époque, ce sont des jeunes qui aujourd'hui ont 20 ans, en 30 ans, 35 ans. Je n'en connais presque pas qui sont restés en Corse. Parce qu'ils avaient la qualité pour réussir, mais ils savaient que chez eux, ils auraient des difficultés. Que quelqu'un vienne, terrer par les oreilles. Oh, maintenant il faut que tu penses aussi à nous. Parce que c'est le cas. L'autre jour, on a vu aller soutenir quelqu'un formé par l'université de Corté. C'est quelqu'un qui a créé sa première boulangerie. Très bien, très organisé. Il a créé sa deuxième. Il a commencé à avoir un petit attentat. Il a créé la troisième là. Attentat. On détruit sa boulangerie. On arrive, on prend la parole. On est 300-400, parce que de Valagne, reculé de Valagne. On le soutient. On est très content, il y a une solidarité. Le lendemain même, une autre de ces boulangeries, et il n'y a pas de résultat. Comment vous voulez, on a beau dire, il faut se mobiliser, les gens se disent, mais à quoi ça sert? C'est ça qui est dangereux. On va terminer sur cette belle note d'espoir. Léo Battesti, merci. Oui. On doit laisser la parole à la table ronde suivante. Merci encore. Je pense que ça a généré la frustration pour les questions. Vous pouvez poursuivre la discussion, mais juste un peu plus loin avec nos invités et leur poser toutes vos questions. À tout de suite.